Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis avec Élise Cornelier-Bernier, maître brasseuse et copropriétaire de À l'abri de la tempête. Salut Élise, ça va bien? Oui, ça va, allô? Yes, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Je suis bien content. Fait que, ben, dans le fond, toi, c'est toi qui m'as trouvé le sujet aujourd'hui. Puis, j'étais bien content. Je trouvais que ça tombait bien, tu sais, ça rentre bien dans mes thèmes, là, dans le fond. Fait qu'on va on va parler de bâtir sa signature brassicole ensemble. Fait que je vais commencer avec ma première question. Pour toi, c'est quoi une signature d'une microbrasserie? En quoi ça consiste pour toi? Ouais, ben, ça peut être plein de choses, en fait, hein, tu sais, mais je- je- c'est très, très ouvert. Je pense que ça peut être autant au niveau de la signature minérale, au niveau de la signature de levure, au niveau de la technique, au niveau des choix de malt, au niveau du style de bière qu'on va aller faire. C'est quand même assez complexe, hein, réussir à créer une signature. Ça prend comme Mhm. une forme de discipline Ouais. jusqu'à un certain point pour réussir à ne pas se lancer partout puis à garder des produits qui sont en cohérence avec où est-ce qu'on va aller. Mhm. Euh, c'est une drôle d'affaire, en fait. On dirait que j'ai le goût de l'aborder en disant que c'est un truc qui est un peu passé, avoir une signature de brasserie. C'est comme si, dans le temps, chacune des brasseries faisait son possible et ça donnait une signature. Puis aujourd'hui, on Ouais. dirait que toutes les brasseries font de tout. Mhm. Le marché a tellement changé. On est dans la bière éphémère, on est dans les styles qui sont en vogue. On essaie de faire des trucs à la mode pour suivre les tendances. Euh, Surtout depuis que les amateurs de bière de micro, le marché a vraiment grandi, hein. Les personnes plus vieilles aujourd'hui boivent de la bière de micro. Les personnes plus jeunes boivent de la bière de micro. Pas juste des geeks, là, comme dans le bon Mhm. vieux temps. Fait que je pense que c'est quand même rendu un peu difficile pour une brasserie d'aujourd'hui qui veut rester tendance et suivre les styles de garder une signature. Ouais. C'est un bon trip. Ouais, parce que dans le fond, il y a 10 ans, tu sais, on n'avait vraiment pas beaucoup. Fait que chacun pouvait, tu buvais une bière, tu savais automatiquement de qui ça venait. Mais tu sais, maintenant, on est rendu à quoi? Pas loin de 300 microbrasseries. Fait que là, si chacun a sa signature, ça commence à être difficile à se retrouver là-dedans, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, en tant que fondatrice d'À l'abri, tu sais, comment nous, on a commencé ça, c'était vraiment en disant, ben, on a cultivé de la céréale au départ, on a cultivé de l'orge sur les îles, puis on la maltait nous autres mêmes, parce qu'il n'y avait aucune micro-malterie. Dans ce temps-là, il n'y avait que Canada Malt, en fait, là, au Québec. Mhm. Mhm. Puis ce qu'on voulait, c'est laisser parler, mettons, cette orge-là. Fait que ça a été comme évident qu'on voulait faire des bières légères, donc on a d'emblée opté pour une levure lager qui Ouais. d'emblée fait un peu la signature de la brasserie parce que c'est quand même la levure qui est la plus utilisée à travers notre truc, tu sais. Aujourd'hui, je pense que les brasseries ont souvent 3, 4, 12 variétés de levure qui roulent. Nous autres, on a toujours gardé une ou deux variétés en stock. OK. Que ça aide à faire une signature, probablement, de ne pas se lancer partout. Ouais. Ça a le défaut de ses qualités aussi, c'est qu'après ça, tu essaies de faire une Nord-Est IPA avec une levure lager, ça devient plus tough, tu sais. Mais en même temps, tu peux-tu vraiment bâtir ta signature sur une New England IPA, justement? C'est plus. Je sais pas, Voilà. peut-être que c'est faisable, mais ben, il y en a qui le font. Si on pense à Bas-Canada ou Messorem, eux autres, ils peuvent bâtir leur signature là-dessus, mais pour les autres microbrasseries, c'est un peu plus dur, je pense, se bâtir une signature sur des styles aussi, je sais pas, Puis même des populaires gens puis qui partout, ont là. basé leur signature sur des NE-IPA, on peut penser à l'Alchemist au Vermont, Ouais, qui aujourd'hui fait des sours, tu sais. ouais. Ouais. Fait que là, dans le fond, moi, je t'écoute, puis parce que ma prochaine question, c'était c'est quoi les éléments qui composent une signature, mais dans le fond, c'est très vaste là, comme sujet, là. Est-ce que tu dirais que c'est juste euh, autour du produit ou le reste, là, le marketing, puis tout peut entrer aussi en bout de compte?
Ben, clairement, le marketing peut rentrer en ligne de compte. Une brasserie qui a une signature qu'on connaît tous, c'est Boréal. McCaslin a une belle signature aussi sur certains produits, pas sur tous les produits, mais quand même, il y a quand même des trucs qui ressortent. Je pense que d'abord et avant tout, une des choses avec lesquelles les brasseurs, c'est une des données que les brasseurs regardent le moins, puis c'est la seule donnée qu'on ne change pas tant, c'est l'eau. Ouais. Souvent, on ne se pose pas trop la question à savoir c'est quoi notre eau. On arrive, on s'installe dans une brasserie, dans un lieu X, Y, Z, puis on prend l'eau qu'il y a, puis on s'adapte, ou on essaie de. Rares sont les gens qui ont fait des études d'eau pour choisir leur localisation. Ici, on a une eau qui est relativement douce. On parle de près 100 ppm, majoritairement en calcaire. Donc, c'est encore plus cohérent d'aller justement, encore une fois, avec une levure lager qui va laisser parler cette douceur d'eau-là. Si j'étais à Montréal, ça ne serait peut-être pas la même dynamique. Ça peut être aussi de respecter juste l'amplitude des produits. T'sais, si tu as un produit qui va être... si tu fais des bières qui sont relativement fines, pas trop aromatisées, pas trop puissantes en bouche, ben, si tu essaies de garder cette ligne-là, peu importe dans toute ta gamme, si tu fais un stout, il n'est pas obligé d'être impérial, débile, mental, à finir à 12 plateaux, là, ton stout, là, il peut rester très sec, il peut rester accessible, puis il peut rester... Donc, vraiment, c'est intéressant. Il y a des brasseries qui font leur ligne là-dessus, sur du gros stock bien sucré, puis ça fait leur signature. On peut penser à Trois Mousquetaires en général, c'est un peu ça leur ligne de pensée, je pense. En tout cas, ça fait un petit bout que je ne les ai pas vus, mais dans mon souvenir, c'est un peu comme ça. On peut penser à Tête d'Allumette, mettons, qui a un eau qui est très, très minérale, puis ça signe toutes ses bières. Lui, faire une lager, c'est un peu dur, là, c'est un défi. Mais par contre, peu importe la bière qu'il va faire, son eau va y amener sa signature, puis va y permettre de garder un style. Il y a quoi? Il y a qui d'autre? Brewery, Sutton Brewery, qui fait que de la brette, fermentée sans levure. Donc, on reconnaît la signature à toutes les fois. Puis avec les années, sa souche est devenue personnelle, personnalisée, puis il arrive à tenir vraiment une signature qui appartient, tu sais. Donham qui font plein de trucs barriqués. Tu goûtes Donham, tu sais que c'est Donham. Ouais. C'est vrai. Ouais. Est-ce que tu penses que la signature d'une microbrasserie, c'est juste un outil marketing ou c'est vraiment important, tu penses, pour chaque microbrasserie d'avoir sa propre signature? Je ne sais pas si le mot juste un outil marketing, c'est bon. C'est comme faire un peu de tout puis n'importe quoi dans toutes les gammes d'amplitude de saveur puis de goût, c'est trippant. Mais ça fait qu'aujourd'hui, je vais prendre une bière sur la tablette puis je vais y goûter une canette quelconque au IGA du coin. Puis je vais avoir bien de la misère à dire d'où c'est que ça vient, tu sais. Ouais. Fait que c'est-tu un outil marketing? Je pense que oui, parce que jusqu'à un certain point, tu disais, hey, je l'ai bien aimé. C'était quoi déjà cette brasserie-là, déjà, tu sais, comme... Ouais. C'est vrai. C'est vrai, des fois, tu vas en prendre plusieurs, mettons, du même style, puis ça revient tout le temps à la même chose. Fait que c'est comme compliqué de te rappeler. C'est vrai qu'en tant que client, dans le fond, ça t'aide à te rappeler c'est qui que tu viens de voir, là, puis qui t'a vraiment aimé, dans le fond. Là. Ça te permet peut-être de trouver une niche dans ce marché-là qui est comme vraiment ouvert, tu sais, puis de dire, ben, regarde, moi, je fais que des bières très fortes ou que des lagers. Je me spécialise là-dedans, puis je les comprends bien, puis j'essaie de bien faire les choses. Ben, en bout de ligne, il y a un paquet de gens qui vont être répugnés par ce que tu fais, qui ça les intéresse pas, qui sont ailleurs. Il y a aussi un paquet de gens qui vont faire comme ah oui, c'est vraiment ça que j'aime finalement. Je pensais pas que la bière, ça pouvait goûter ça, c'est donc bien cool. Puis je recherche ce goût-là. Puis là, toutes les bières que vous faites, on les aime, parce que je sais pas si, il n'y a pas de vérité à savoir, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Là. Je pense juste que personnellement, moi, avec l'abri, j'avais choisi de faire cette espèce de ligne de pensée-là où on essaie de faire des bières qui sont en cohérence. Il faut comprendre aussi que dans le temps, les gens avaient peur. Je me souviens du gars de la banque ici, quand on essayait de financer la micro en 2002-2003.
Ouais, ouais. Euh, il nous disait, oui, mais on va-tu voir à travers? Elle va-tu être bonne? On va-tu être malade? Tu sais, c'était ça la peur de monsieur, madame, tout le monde, là. Tu sais, ça a vraiment changé, tu sais. Complètement. Ouais. Puis quand t'es dans un lieu où les gens sont de passage, comme aux îles, mettons, Ouais. ben, les gens qui viennent te voir, c'est pas nécessairement des gens qui sont intéressés par la bière. C'est Ouais. des gens qui sont intéressés par l'activité. Ils ont entendu dire qu'il fallait aller à la microbrasserie, ils y vont. Mhm. Puis, le fait de faire des bières qui restent, qui ont une signature qui est rassurante, Ouais. où tu peux prendre n'importe quelle bière dans le line-up puis pas te faire ramasser la gueule trop fort, ben Mhm. ça permet de garder les gens en confiance puis de les attirer vers toi au lieu de. Ils ne voulaient pas être là, puis finalement, ils ressortent en disant Hey, c'était bon, finalement. Ouais. Euh, Donc, tu t'adaptes à ta clientèle, finalement, tu sais. ouais, ouais. Ben, tu peux-tu m'en parler un peu plus de votre propre signature chez À l'abri de la tempête? Où est-ce que c'est venu? Est-ce que c'était une réflexion vraiment articulée pour la trouver ou ça s'est imposé tout seul? Ouais, non, c'était vraiment articulé. Là. Ça a été le fruit d'une étude de marché. En 2002, on avait fait même des sessions de dégustation à l'aveugle sur des bières qu'on n'avait pas, parce qu'on ne brassait pas à ce moment-là, OK. euh, pour réussir à saisir un peu c'était quoi les attentes des gens versus le goût, ce vers quoi jusqu'où ils étaient prêts à aller en termes de. Parce qu'on aurait pu faire des grosses stouts en commençant, mais le marché n'était pas là. Les gens, notre marché n'était pas là. Le marché à Montréal était très différent de ce qui est aux Îles-de-la-Madeleine. Là. Ouais. Faut comprendre qu'en 2002, quand on a commencé à faire les démarches, même quand on a ouvert en 2004, en fait, il n'y avait aucune brasserie à l'est de Québec. Là. Il n'y en OK. avait pas en Gaspésie. Il y avait juste la défunte Pornevoise. OK. Puis, Ouais, ouais. qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On remonte à loin, là. Ouais, Saint-Anne-des-Monts. En tout cas, tu sais, il y en a eu, il y en a eu très peu. Il y en avait très peu. Puis, il y a eu beaucoup de faillites. C'était pas des belles histoires. Hein. C'était avant que ça devienne à mode. Puis, c'est des gens qui ont probablement eu à mode, avant que ça devienne connu. Ouais. Puis, c'est des gens qui ont eu des enjeux. Il y avait comme je te dis, pour avoir accès à du malt, il fallait que tu prennes ton char, que tu ailles chercher du malt chez Canada Malt direct, parce qu'il n'y avait pas de mot international, pas de distributeur, il n'y avait rien. Là. Ouais. Tu sais, c'était comme, il y avait 4 sortes de malt, là, du 2 rangs, du 6 rangs, du Carastan, puis du Cristal. Je pense que c'était tout ce qu'il y avait, là, tu sais, donc ça a vraiment beaucoup changé. Ouais. Fait que oui, c'est ça. On a commencé par cultiver de la céréale, par la malter nous autres mêmes. Donc, on voulait laisser parler cette céréale-là. Donc, on voulait faire quelque chose d'assez accessible. Donc, une Pils, c'était un peu la ligne de base. Mm. Euh, nos études de dégustation de marché nous ont dit que c'est un peu ça que les gens, jusqu'où que les gens étaient prêts à aller en termes de bière de microbrasserie dans ces années-là. Puis, puis par la suite, ben, je pense qu'on a plus travaillé ça en se disant, regarde, on a une levure, on a besoin de la comprendre, on a besoin de savoir la travailler, on a besoin d'apprendre à la laisser parler, puis d'être capable de la récupérer, puis de savoir quand est-ce qu'elle est bien dans son cycle. Donc, c'est le principe de la petite saucisse high grade. Plus le monde en mange, plus elle est fraîche, plus elle est fraîche, plus le monde en mange. Fait que la levure était pareille. Puis, donc, on a commencé à développer une gamme de bières un peu en lien avec ça, justement, avec le fait qu'au lieu de changer de levure pour faire une ale pour faire une autre bière, puis une levure à blanche pour faire une autre bière, puis on a comme gardé un peu la même souche. Puis c'est ça qui nous a amené à développer des styles. Exemple, on parlait tantôt de faire une NEIPA en lager, ben tu sais, pourquoi pas jusqu'à un certain point. Ouais. Ouais. Euh, ça donne une signature qui est cohérente avec l'autre bière d'avant, puis tu sais, fait que ça donne pas la meilleure NEIPA du monde, probablement, ou ça donne pas la NEIPA que tu t'attends. Ouais. Mais le produit il est bien fait d'emblée parce que tu connais déjà comme un des éléments de ta recette euh, vraiment facilement, là, tu sais. Ouais. Est-ce que Donc, tu dirais que c'est amené à évoluer, cette signature-là? Est-ce que vous autres, vous l'avez améliorée au fil du temps, changé? curieusement, non, on est vraiment resté en cohérence avec ça un peu tout le long, même à toutes les fois où on a eu à refaire, exemple, notre système de traitement d'eau,
En amont du brassage, on a respecté, dans le fond, les critères qu'on avait établis avant pour que le produit ne change pas, évolue juste de façon positive, essayer d'enlever les défauts le plus possible, puis de pousser sur les qualités. Puis encore aujourd'hui, après je ne sais plus combien d'années, 2004, ça fait 18 ans, presque bientôt, c'est encore principalement la même souche de levure qu'on utilisait au départ. Là. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que ça devrait toujours être le fruit d'une réflexion ou d'un brainstorming ou ça devrait juste on devrait juste laisser s'imposer ça ou ça devrait vraiment toujours être une réflexion? Je ne sais pas. Moi, je fonctionne comme ça. Je pense que c'est important que ça se tienne debout, qu'il y ait une structure, juste peut-être au niveau de l'achat des matières premières, au niveau de la gestion des coûts. Je veux dire, si ton leitmotiv, c'est d'avoir 56 variétés de malt, ben, tu vas avoir 56 variétés de malt, mais ça va être dur d'aller chercher une cohérence à travers tes produits. Ne serait-ce peut-être juste de tenir au moins tes 56 variétés. S'ils peuvent toutes venir de la même malterie, déjà, je pense que ça peut aider. Ouais. Mais encore une fois, je suis consciente que ça n'aide pas à faire tous les styles de bière. C'est très limitatif. C'est un peu une espèce de s'encarcaner dans une structure qu'on s'auto-impose pour créer quelque chose qu'il y a bien des gens qui ne vont pas sentir. Là, ils ne vont peut-être pas la voir, là, justement, la signature ou la ligne de pensée, là, parce qu'ils n'ont pas la finesse de la découvrir. Mais ça reste qu'il y a une partie de ton auditoire, une partie des gens qui vont triper sur le produit ou sur la brasserie, ça augmente, je pense, de beaucoup leur appartenance aux différents produits puis à l'entreprise quand ils sentent une cohérence derrière ça. Ça augmente aussi le niveau de confiance. Puis c'est peut-être là que je reviens aux expériences qu'on a eues en 2002, 2003, 2004, où les gens avaient peur de boire de la bière puis ils pensaient qu'elle allait être malade. Puis, on était là. C'est peut-être un vieux réflexe. Là. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que... je sais pas. Je sais pas. C'est très personnel, je pense, comme truc. Ouais. C'est quoi qu'est-ce que tu pourrais dire sur les étapes de son élaboration? Là, toi, tu as parlé tantôt d'un panel de dégustation. Fait que, dans le fond, les étapes d'élaboration, ça serait peut-être plus juste d'aller voir le monde, peut-être? D'aller voir les clients directement et de leur demander qu'est-ce qui vous fait triper? Est-ce que ça en fait partie? Oui, clairement, aujourd'hui, là, en 2022, je ne sais pas comment je ferais. Les gens sont beaucoup plus au courant des bières de micro. Ils ont goûté plein de styles. Il y a des gens qui sont encore accrochés aux sours. Il y a des gens qui sont accrochés aux bières barriquées. Il y a des gens qui sont accrochés au milkshake, puis aux slushies, puis au NIPA. Fait que, c'est comme difficile d'aller tirer une ligne à savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Mais ça peut être à partir d'un équipement aussi. Exemple, on a changé d'équipement. Bien, quand on change d'équipement, comment on fait pour répliquer notre produit? Est-ce qu'on achète juste un équipement plus gros pour être capable d'en produire plus? Ou si on achète un équipement qui va être adapté à nos produits pour une fois? Il faut comprendre que quand on a un équipement de brassage, là, théoriquement, c'est à peu près bon pour faire juste une bière. Ça va exceller dans un style de bière. Généralement, les équipements de brassage sont faits pour faire à peu près 12 plateaux, donc 12% de sucre au départ, ce qui va donner une bière à 5, 5,5. Si tu essaies de faire une bière à 16 plateaux, tu as inévitablement de la perte. Si tu essaies de faire une bière à 8 plateaux, inévitablement, tu vas aller chercher des tanins parce que tu vas sursparger ton grain ou vice-versa. Fait que tu es toujours dans un compromis. Fait que peut-être choisir ton équipement en fonction vraiment du produit que tu veux faire, en tout cas à la base. C'est quoi ton flagship? Un plan d'affaires, j'imagine que tu as comme une ligne de pensée. Si ton trip, c'est de faire des Weizen, il faut que tu aies un brewhouse qui est capable de prendre du blé puis qui va être à l'aise de gérer ça. Si ton trip, c'est de faire des NIPA, ben, je présume que ça prend de la place dans ton whirlpool pour pouvoir mettre tout ce houblon-là, ou bien ou ça va te prendre, je ne sais pas, là, aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup plus avec des extraits de houblon puis des trucs, choses que je connais moins personnellement. Mais
Bref, avoir un équipement qui est adapté à tes produits, puis comprendre c'est où que ton équipement excelle le mieux. Je pense que ça, c'est peut-être une des pistes de solution Ouais. pour améliorer, en tout cas, là, jusqu'à un certain point, où Ouais, est-ce qu'on veut s'en aller, tu sais. c'est C'est intéressant. C'est clair, quelque chose que je n'avais pas pensé, justement, le système de brassage. Ouais. C'est vrai. c'est clair que quand je fais des cornes de brume, des bières à 9%, des corps morts, des bières à 11%, euh, j'ai une grande perte de rendement, Mhm. d'efficacité, d'extraction de mes sucres. Euh, Même mon ébullition a de la misère à faire bouillir ça parce que c'est beaucoup plus sucré. Donc, c'est comme mon ébullition est moins forte, obligé de la prolonger plus longtemps. Euh, OK. Comme mon rendement est moindre, je suis obligé de compenser en mettant encore plus de grains. Ouais. Puis ce que ça crée, c'est que ça crée des bières qui sont éminemment goûteuses. Mhm. Et c'est un des enjeux. C'est une réalité qu'on a vécue là, dans les 20 dernières années. Là, la boom des microbrasseries a fait que tout le monde a essayé un peu de faire tout, puis ça fait que la majorité des bières sont un peu surgoûteuses. Parce que Ouais. tous les équipements ne sont pas faits pour faire des bières à 18-20 plateaux. Là. Ouais. Ouais. Donc, ce que ça crée, ben, c'est ça. Ça crée des bières surgoûteuses. À partir de ce moment-là, ben, quand tu upgrades ton équipement, ben, tu devrais y penser en te disant, ben, si je veux faire des bières fortes, il faudrait que mon équipement soit à l'aise de faire des bières fortes. Ouais. Et s'il est à l'aise de faire des bières fortes, peut-être que ma bière ne goûtera plus comme avant parce que tout d'un coup, mon efficacité va être en hausse. Je ne serai plus obligé de mettre autant de grains, donc elle va être beaucoup moins goûteuse. Mhm. Donc, c'est un choix qu'on a à faire pour avoir une cohérence dans son entreprise et une signature. Est-ce que tu veux continuer à faire des grosses bières? Tu veux continuer à ce qu'elles soient aussi goûteuses? Il faut que tu choisisses d'avoir un équipement qui va maintenir jusqu'à un certain point ta perte de rendement Ouais. euh, pour maintenir la signature. C'est vraiment des choix personnels. Où est ton marché, puis qu'est-ce que les gens aiment? Ouais. Ben, justement, on en revient à ce que les gens viennent. Est-ce qu'une signature devrait obligatoirement se baser, tu crois, sur ce que les gens veulent ou ce que, en tant que propriétaire de microbrasserie, tu veux? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a une partie des styles qui ont été un peu poussés dans la gorge du client. Puis l'autre fois, c'est le contraire. Tu sais, personnellement, tu sais, exemple, quand ça a été la mode des sours, ben, personnellement, j'en ai très peu fait ou j'en ai pas fait. Parce Ouais. que moi, ça ne me tentait pas de faire ça. Ça ne faisait pas partie de mes valeurs ou ça ne faisait pas partie de mon intérêt brassicole. Tu sais, on peut très bien se mettre à faire des slushies si c'est ça qui est à la mode. On peut très bien se mettre à faire comment ça s'appelle, une espèce de bière gâteau, là. Ouais, des pastry stout. Les pastry stout, tu sais, on peut très bien se mettre à faire ça. Si c'est ça que les gens veulent, on peut en faire, mais on peut aussi décider de passer à côté de ce marché-là, puis de s'améliorer dans quelque chose qu'on connaît plus. Tu sais, il y a toujours ben, on fait un choix. On peut faire vraiment qu'est-ce qu'on veut. Je pense que c'est ça Ouais, la beauté de la microbrasserie aussi, c'est de décider d'aller un peu partout, puis de tout connaître, ouais, ou de l'autre côté, de faire moins de choses, puis de bien les connaître. Tu sais, au départ, en tant que fondatrice de la micro, notre but, c'était de faire juste une bière, puis de la faire tellement bien que les gens allaient la boire tout le temps. Puis là, ça allait rouler, puis il n'allait pas avoir de vieille bière sur le marché, puis que la bière allait toujours être fraîche. Puis c'est un modèle qui fonctionne. Je veux dire, les Allemands fonctionnent là-dessus depuis bien longtemps. Est-ce que c'est les masters de la créativité? Pas vraiment. pas vraiment. Par contre, ils connaissent ça, tu sais. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment là, sur cette ligne-là qu'il faut jouer, je pense, ou c'est sur cette ligne-là qu'il faut comprendre où est-ce qu'on s'en va là-dedans, tu sais. Mhm. Fait qu'au final, si on résume ça un peu, ben là, une signature brassicole, c'est quand même large. Ça ne prend pas nécessairement juste un petit point qu'on fait à part des autres. Tu sais, c'est un ensemble de procédés qui vont donner ce que ta bière va goûter au final. Ouais, c'est un ensemble de choix qui vont assurer une espèce de cohérence à travers ta gamme. Que Mm. ce soit, comme tu as dit au départ, au niveau du marketing, mais est-ce que c'est obligatoire? Non, mais ça pourrait être à partir du marketing, aller jusqu'au produit fini. Mm. Ça peut être dans l'amplitude des saveurs, ça peut être dans la signature de levure. C'est pas toutes les bières de l'abri de la tempête qui sont en lager.
Mais malgré tout, si tu choisis une autre levure, ben, tu essaies de garder une levure qui va avoir une signature assez basse ou assez low profile pour combler un peu ce que tu vas aller combler sans clasher à travers le process. Fait que c'est une série de choix. Si on utilise des aromates, ben, on va y aller avec parcimonie pour pas cacher nos matières premières initiales qu'on veut mettre en valeur. C'est clair que si j'essaie de mettre en valeur mon malt en le cachant autour de shitload d'argousier, ben, ça peut être très bon, tu sais. C'est ça aussi, ça peut être très bon, mais on perd la ligne. Ouais. Donc, ouais. Ben, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Moi, j'ai fini avec mes questions, mais j'ai une autre question qui n'a aucun rapport avec ça, mais ça fait longtemps que je me la pose. Comment ça se passe, vous autres, votre approvisionnement? Comment vous fonctionnez pour l'approvisionnement avec les grains, avec les houblons? Est-ce que tu dirais que c'est plus compliqué? Comment ça fonctionne, vous autres? À l'abri de la tempête, tout voyage par bateau. OK. Je pense qu'il y a surtout au niveau des volumes que c'est plus complexifiant, dans le sens où quand je vais en ville, quand je vais chez d'autres brasseurs, souvent je vois ils ont une palette de grains, ils ont commandé leur palette de grains pour la semaine, puis il y en a une autre qui va rentrer la semaine prochaine avec d'autres variétés mixées là-dedans. Ouais. Nous, on commande à peu près aux 2 mois, OK. puis on commande une vanne. OK. 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 Fait que ça demande plus de cédules, là. Plus de gestion Oui, ça de demande cédules. plus de voir clair dans l'avenir, où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on va brasser, puis c'est beaucoup d'argent qui est arrêté par le fait même. Tu sais, c'est Ouais. plusieurs tonnes de grains qui passent beaucoup de temps dans l'entrepôt au lieu de. Donc, c'est de l'argent qui est immobilisé jusqu'à un certain point. Donc, oui, brasser sur les îles, c'est quand même un enjeu là, pour ça. Là. Mais Ouais. si on parle des matières premières, bon, on peut aussi parler des pièces. Généralement, là, tu sais, s'il y a une pièce qui brise, une pompe ou je ne sais pas quoi, qu'il faut la faire venir, ça coûte à peu près le double juste en shipping. Oh, wow. Puis, tu sais, si c'est un morceau qui est lourd, ben, une pompe par avion, c'est assez cher. Là, ça, tu sais. Fait que, ouais. Non, c'est quand même des gros enjeux, puis ça se reflète sur le prix du produit aussi, puis c'est normal, je pense, jusqu'à un certain point que, je veux dire, aux îles, il n'y a pas grand-chose de gratuit. Hein. La vie est chère ici, puis la bière aussi. Ouais. Puis la distribution aussi, ça doit être, tu sais, quand tu l'envoies à distribution, ben là, c'est à coup de vanne, ça aussi, j'imagine. Puis, Exact, ouais. ouais. C'est ça, on n'envoyait pas une palette à la fois, là, fait que, ouais. Ouais. OK. Très intéressant. Sinon, je voulais savoir, est-ce que tu as des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour À l'abri de la tempête? Mon Dieu, c'est une très bonne question. Je suis en sabbatique présentement. Ah oui, OK. Oui. Donc, je ne sais pas. Et ça me fait beaucoup de bien de ne pas savoir. OK, je n'étais pas au courant. Ah, Oui. OK. Je pense que pour moi aussi, ça va être une belle surprise. Puis je suis vraiment contente de voir. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui s'en vient, mais ça me fait aussi du bien. J'ai travaillé très fort à travers beaucoup d'années pour la micro, puis peut-être qu'un jour, je ferai d'autres choses. Ouais. Ah ouais. Puis, on a-tu des scoops à avoir ou non? Y a-t-il Non, quelque non, chose non. qui Il n'y a pas t'intéresse de scoop à avoir. un peu? Présentement, je suis vraiment en train de me reposer puis de faire attention OK. à moi. Puis OK. c'est bien correct de même. J'arrive d'un beau voyage très inspirant. J'ai fait le tour du Canada puis des États-Unis en auto électrique. Ah oui. Puis j'ai fait beaucoup de belles brasseries et de lieux incroyables. OK. Donc, Ah, beaucoup c'est d'idées en cool. tête, mais Wow. ouais. Ah, c'est vraiment cool. Ben, je suis vraiment très content de t'avoir reçu à l'émission. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était vraiment cool. Ça m'a fait plaisir. Fait qu'on te souhaite un bon repos. Merci. Puis à vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!